Alors, on peut y aller. Eh bien, bonjour à tous. Alors, un premier webinaire sur l'intelligence artificielle, hein, tout le monde en parle, et on en organisera d'autres. Et aujourd'hui, donc, c'est Romain et Nassim qui vont vous présenter ce premier webinaire, qui est encore un peu généraliste, et on tâchera par la suite aussi de vous faire des webinaires plus adaptés encore à ce qu'on peut faire sur un plan pratique au niveau de l'expertise comptable. On est quand même sur du pratique, hein. On a un chatbot quand même, comment créer son chatbot avec la Voilà. data maison. Et puis, Romain aussi va vous présenter son expérience sur ChatGPT et sur tout ce qui est gestion des images. Et voilà, présenter tout cet écosystème de Voilà. l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire avec aussi l'outil Microsoft, parce qu'on sait que dans notre profession, il y a beaucoup d'experts comptables qui sont sur Microsoft. Voilà, donc on est tous les trois membres du comité numérique du CROEC PACA. Paul est président, moi je suis vice-président, Romain aussi travaille avec nous sur tous ces sujets d'IA et du numérique. Très présent sur les réseaux sociaux aussi. Je vois que tu utilises déjà l'IA pour les posts, pour les images. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Moi, j'ai plusieurs passions au niveau numérique. C'est aussi tout ce qui est, je pense que le contexte est favorable avec les outils no-code, les plateformes d'automatisation. Ça a commencé à émerger à partir de 2019-2020. On est passé sur des tâches d'automatisation, c'était avant l'IA, plateforme d'automatisation, le no-code que je vais présenter un peu plus tard. Et maintenant, le no-code prend justement en main toute cette problématique de l'IA. Et donc, avec très peu de connaissances techniques, on peut réussir certaines tâches d'IA, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer aussi au cours de ce webinaire. Voilà. Et les points peut-être sur lesquels on pourra aussi progresser par la suite, c'est toute l'IA adaptée à la compta automatique, à la récupération des données, etc. Donc c'est aussi un vaste programme. Ouais. Et sur ce point-là, on a également beaucoup de travail à fournir. Donc, et puis je voudrais aussi vous rappeler que le 5 décembre, nous organisons sur The Camp la journée du numérique. Donc, je vous invite à y venir, à y participer. Donc, c'est une création de notre comité numérique. Donc, on aura, bon, vous verrez, on vous adressera le programme par la suite, mais ça va être une très, très belle journée et riche en enseignements pour nous tous. Voilà. Merci. Je vais laisser maintenant la parole à Nassim et Romain, hein, qui vont vous présenter ce On va, premier on webinaire. va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai essayé de créer ce graphique qui est dynamique, hein. Je vous ai partagé le lien dans le fil de discussion. Donc tout, on va dire que je l'ai imaginé d'une manière dynamique, c'est-à-dire si vous cliquez sur tâches, on va voir toutes les tâches qu'on peut faire avec l'IA. La bibliothèque, les datasets, les licences, j'explique ces notions. Alors l'IA, c'est des tâches. On veut réaliser des tâches. On va utiliser ou pas des agents. Par exemple, un chatbot, c'est un agent. Et on va choisir un modèle d'IA. Alors, ça peut être ChatGPT, ça peut être d'autres modèles comme Llama, qui est un modèle d'IA imaginé par Meta. Meta, donc c'est Facebook. Il y a Claude, il y a Palm 2. Donc, il n'y a pas uniquement ChatGPT. On verra justement la notion de licence parce que le choix d'un modèle, ça repose, quand on veut faire des grands projets IA, on est obligé de regarder les licences parce que c'est un domaine l'IA où il y a beaucoup de travail collaboratif. C'est beaucoup de communautés qui font évoluer les modèles, donc il y a des bouts de code un peu partout, il y a des partages, et donc il y a des licences open source qui sont choisies dès le départ. Est-ce qu'elles sont compatibles avec un projet, on va dire, économique, parce qu'on va intégrer des bouts d'IA un peu partout, on va créer notre projet. Est-ce qu'on n'est pas dans des conflits de licences? Voilà, donc là, c'est important. Les licences, elles sont à tous les niveaux. Elles sont au niveau du dataset, si on utilise la data déjà prête, par exemple des bases de données d'images. Donc elles ont une licence, hein, la data qui est créée. On choisit une licence, on la diffuse.
Les bibliothèques, alors les bibliothèques, c'est ce qui vont faire évoluer le modèle d'IA. Donc LLM, ce que vous voyez au centre, c'est en anglais, c'est Learning Language Model. Donc c'est les modèles d'apprentissage, les modèles d'IA plutôt, alors on peut voir, hein, si on clique sur LLM, j'explique un peu ce que c'est que ce concept. Donc voilà, c'est au cœur de l'IA. ChatGPT est un modèle de langage naturel, ce qu'on appelle. Hein, donc ça permet de raisonner comme un humain, en gros. Hein, si on voulait, c'est que la machine, on essaye de lui donner un fonctionnement comme si elle raisonnait comme un humain. Voilà, c'est en gros ça. Donc ça, je vous ai mis tous ces concepts qu'on va retrouver. Là, on va développer aussi concept de langage naturel. Donc ça peut être du texte, ça peut être aussi un langage qui va être spécialisé plutôt sur de l'image. Je vous ai partagé une vidéo qui explique, alors c'est en anglais, il y a beaucoup de vidéos en anglais, qui expliquent ce concept de large language model en anglais. Donc, on a ChatGPT, mais pas que, pas que. Et donc, quand on va aller s'entraîner sur de la data maison, de la data, ça peut être, on imagine tous dans notre profession, est-ce que on va essayer peut-être de travailler sur un chatbot en social, en fiscal. Donc, on va commencer à entraîner le modèle, à entraîner le modèle sur nos données. Alors là, quand on va entraîner le modèle, on a la notion, on revient un peu en arrière, on a la notion de librairie. Quand on va entraîner un modèle, hop, je vais revenir en arrière, c'est la notion de librairie. Donc, on a un modèle va aller puiser dans des librairies pour évoluer. Alors, les librairies, c'est des communautés de développeurs, c'est des communautés techniques qui vont justement proposer, souvent sur des licences justement open source, de faire évoluer un modèle d'IA. Et donc, il y a des librairies spécialisées, comme là j'en ai cité trois. TensorFlow, qui est très connu. Il y a JAX. Donc, en anglais, on appelle ça des librairies. En français, ça serait plutôt des bibliothèques. Donc, on va dire que l'IA, c'est pas uniquement ChatGPT. Voilà. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que ça repose quand même sur des bibliothèques. Et selon les tâches qu'on va vouloir générer, créer, on va probablement, si on est dans la construction d'un modèle, on va s'appuyer sur des bibliothèques qui existent. Là, c'est toutes les bibliothèques connues qui existent. Alors, je vous invite à justement aller sur ChatGPT, vous tapez qu'est-ce que TensorFlow, il va vous expliquer ce que c'est que TensorFlow. Vous allez tester. Voilà, en tout cas, là, c'est toutes les bibliothèques. Donc, l'IA va puiser sur ces bibliothèques techniques, c'est déjà préconçu pour faire évoluer les modèles, pour pouvoir entraîner. Parce qu'on n'a pas d'IA spécifique si on n'entraîne pas un modèle. Voilà, il faut ChatGPT, c'est très généraliste, ça reste très généraliste, mais si on veut que l'IA réponde à des questions très spécifiques, que ça soit même dans l'imagerie médicale ou autre, il faut ce qu'on appelle ce système d'entraînement. Donc là, c'est les librairies, c'est pour vous dire que ça repose aussi sur un langage d'IA repose sur des librairies. Il va reposer aussi sur des datasets. Alors, les datasets, c'est un ensemble de données. Voilà, ça peut être des données texte, ça peut être de l'audio, ça peut être de l'image. Et donc, le modèle d'IA va avoir besoin de cette data pour justement aussi s'entraîner. C'est-à-dire que on va manipuler et lui dire comment réagir face à de la donnée. Alors, je reviens juste au dataset, ça allait un peu trop vite. Euh, sur, euh, sur les datasets, oui, ça peut être privé, ça peut être public. C'est vrai que ça dépend de ce qu'on veut faire avec la data. Là, j'ai donné quelques exemples qui seraient plutôt en lien avec la profession. Hop, je vais. Donc, c'est vrai que si on veut parler de données financières et comptables, eh ben, il faut entraîner le modèle sur de la data financière. Si on veut travailler sur
des données sur une IA qui serait capable d'analyser des données sectorielles et économiques, ben, il faut lui donner cette data. Donc, c'est pour ça qu'elle peut être publique comme généralement les banques d'images et ça peut être de la data spécifique. Ça peut être, vous pouvez déposer des conventions collectives, le code du travail et travailler sur de l'IA spécialisée. Euh, voilà, là c'est quelques exemples de données de gestion de la dette, données sur les baux commerciaux, pourquoi pas, données sur les défaillances d'entreprise. Donc là, c'est des jeux de données qu'on va utiliser. Donc maintenant, on sait que les bases de données c'est des actifs numériques. Et même quand on crée cette base de données, il y a une manière de justement la créer. Hein. C'est important au début le choix aussi de comment on va imaginer la base de données. Est-ce qu'elle est vectorielle ou pas? Est-ce qu'elle est... Mais une fois qu'on l'a créée, on va pouvoir entraîner un modèle d'IA sur de la donnée. Donc, il y a cette notion de données. Il y a des datasets il y a des data lakes qui existent hein, déjà, qui sont, alors il faut vérifier les licences, mais qu'on peut utiliser. Et puis après, vous allez avoir de la donnée spécifique. Ça peut être, voilà, là c'est quelques exemples pour notre profession. Donc, si je reviens à cette alors, pourquoi la licence aussi? Parce que c'est vrai que quand on va entraîner les modèles d'IA, il faut faire attention effectivement au tout ce qui est RGPD, parce que si on prend ChatGPT sur la version de base, tout ce qu'on donne comme document, tout ce qu'on donne comme info ne nous appartient plus. Il faut prendre sur ChatGPT entreprise pour être protégé. Donc, c'est pas terrible hein, de travailler sur ChatGPT en direct de donner de la data, d'analyser un fait, c'est pas bon parce qu'on n'est pas protégé et c'est des données qui seront réutilisées par OpenIA. C'est là où j'en reviens. Je vais justement après parler plutôt on va revenir. Hein, donc bibliothèque, on l'a vu, dataset. On a vu qu'on pouvait avoir des datasets maison ou publics, utiliser des datasets qui existent déjà. Et puis, on revient du coup à la notion de licence, parce que la licence est partout. Et ChatGPT n'est pas est sous licence propriétaire, contrairement à Llama 2, l'OpenIA de Meta, donc de Facebook, qui est vraiment open source. Voilà, donc là, donc il faut faire attention quand on travaille sur ChatGPT. Tout ce que vous mettez comme data, ça peut être réutilisé par le modèle. Donc les licences, c'est vrai que celle qui est la plus diffusée, c'est la licence MIT. MIT qui est voilà, qui permettent quand même de modifier, d'utiliser, de modifier et donc de pouvoir redistribuer, de redistribuer, on va dire, sans projet d'IA, de le commercialiser et d'en retirer des revenus. Donc généralement, c'est la licence MIT, mais il faut faire attention parce qu'il y a des licences qui sont plus restrictives. Et donc cet audit de licence, j'ai voulu le présenter parce qu'il est très complexe. Moi, j'ai fait mon mémoire justement sur les licences libres et est-ce que c'est activable ou pas? Et dans le cheminement, est-ce que c'est un actif numérique ou pas? Eh ben, il faut prouver que tout nous appartient. Et donc l'audit des licences, c'est très complexe. Et là, comme on va intégrer de la data, on va intégrer est-ce qu'elle est publique ou pas, est-ce qu'elle nous appartient. On va travailler avec des bibliothèques qui sont déjà sous licence. Donc, il faut faire attention à ce que le produit final ne soit pas corrompu par les licences successives de tout cet écosystème. Voilà. Donc, après, juste pour revenir aux tâches, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Alors là, c'est toutes les tâches que l'on peut actuellement faire avec l'ensemble des modèles. Ben, alors c'est en anglais, mais donc là je vois par exemple summarization, c'est quand on veut faire un résumé, donc on a un texte qui est long, qu'on veut faire des résumés. Bon, ben, la traduction, bien sûr, ça fonctionne très bien. Question-réponse, texte classification, donc l'IA va classer automatiquement des textes. Token, c'est pareil, token classification, c'est des mots que l'IA peut détecter et classer. Alors, field mask, c'est que ça permet field mask, quand on le voit en bas, ça permet d'entraîner un modèle, de savoir est-ce que le modèle
atteint une maturité ou pas, c'est que par exemple, on va dire, c'était on va lui donner un bout de phrase et puis on va avoir des mots manquants et on va voir si le modèle résonne comme un humain et pourrait compléter en fonction du contexte les champs manquants. Donc là, ça permet de voir vraiment si notre modèle, si on l'a bien entraîné et s'il est capable, si vous dites le chat est sur il va vous dire sur la fenêtre ou il va compléter, et là on va se dire ah oui, il a un raisonnement proche de l'humain, donc on a construit un modèle pertinent. Text-to-text generation, ça c'est quand on donne un texte et qu'on veut reformuler. Par exemple, on va dire voilà mon mail, ben, si tu peux me le reformuler, si tu peux me faire des corrections, si tu peux m'améliorer. Donc là, on part l'input, c'est le texte de départ et l'output, c'est un texte qui a été modifié. Similarity sentence, il va être capable de retrouver dans une base de données tous les textes un peu similaires. Voilà ce qui se fait. Alors, zero shot classification, ça c'est pas mal. Ça permet aussi de voir si le modèle est bien entraîné. C'est-à-dire on l'a entraîné sur une classification de texte, sur par exemple des images de races de chiens. Donc, il est entraîné. Et puis d'un coup, il va avoir un panda. Et il n'a pas été entraîné sur qu'est-ce qu'un panda. Et donc, si on lui donne le contexte, on lui dit c'est un ours originaire de Chine, noir et blanc, et puis il va dire bon bah j'ai compris, c'est un panda. Donc là, c'est des modèles d'entraînement pour arriver à des résultats. Donc on l'entraîne avec une base de données, et puis on va essayer de voir si le modèle peut aller plus loin de lui-même. Audio, donc tout ce qui est les textes d'audio, maintenant on peut faire du texte to speech, c'est-à-dire transformer du texte en audio, transformer de l'audio en texte. Oui, reconnaissance audio, audio to audio, audio classification. Alors tout ça, si vous allez pareil sur ChatGPT, vous dites qu'est-ce qu'une tâche audio classification en IA, il va vous donner il va vous donner la réponse. Voice Activity Detection, ok. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'audio. Alors image to text, c'est effectivement, vous allez donner une image, par exemple, d'un coucher de soleil et vous allez essayer de voir si l'IA peut. Vous allez lui questionner l'IA, vous allez dire que représente cette image et il va vous dire bon bah c'est une image qui représente un coucher de soleil. Voilà. Donc là, c'est aussi ça permet aussi d'entraîner un modèle sur passer de l'image à du texte, passer du texte à de la vidéo. Donc, vous allez donner un contexte et il va vous créer la vidéo. Texte ou image, voilà. Là, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui. Bon, bah, le plus classique, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement document question answering, c'est-à-dire que on a un document, on va poser des questions à ChatGPT, un document qui est volumineux. Il y a beaucoup d'exemples là sur, par exemple, l'Empire romain. Donc, on a tout un book sur l'Empire romain et puis on va lui poser la question qu'est-ce qui a fait que l'Empire romain, qu'est-ce qui explique le déclin de l'Empire romain? Et vous avez un exemple où l'IA répond correctement, enfin, donne beaucoup il va expliquer pourquoi l'Empire romain a commencé à décliner et quelles sont les raisons. Donc là, ça fait partie du question answering pour savoir est-ce que le modèle est mûr ou pas. Graph machine learning, là, on est plutôt sur l'analyse de graphes, hein, tout ce qui est graphe économique, ça peut être. Donc là, c'est des entraînements sur des graphes, donc des points de graphes pour entraîner un modèle. Alors là, après, sur la vision, deep estimation, ça peut être tout ce qui est lié à la vision, la profondeur, la profondeur. Donc là, ce sera pareil sur l'imagerie médicale, par exemple. Objet détection, donc là, c'est même les robots utilisent cette IA hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir tout ce que la technologie aussi au niveau des véhicules, donc objet détection. Voilà, donc là, c'est tout
tout ce que les tâches d'IA qui sont actuellement utilisées. Et là, on verra pareil, Zero Shot Image Classification, c'est que pareil, quand on parle de Zero Shot, c'est-à-dire qu'il repart, on voit si le modèle, il n'a pas été entraîné sur une catégorie d'image, comment il réagit quand on lui donne une image qui n'était pas du tout connue, et est-ce qu'il évolue ou pas, et s'il évolue pas, bah, il faut le faire évoluer. Donc voilà un peu pour les tâches. Nassim, on peut tout à fait voir à travers ces exemples que Ouais. tout ce qu'on pourrait en tirer pour de la comptabilité pure, déjà, la gestion du Oui, passé, analyse de données, etc. ouais. Et évidemment, tout ce qui est prévision, comptabilité prédictive, n'en Oui, parlons pas. Hein, donc, je crois que là, on a quand même un champ de travail énorme ouais. autour de l'IA. Et on peut se dire que dans les années qui viennent, on va certainement progresser. Et je trouve vraiment intéressant que la profession s'en empare parce que j'estime que c'est un outil dont on va avoir besoin et il faut impérativement que nous le maîtrisions. Oui, 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 tout à fait. Et puis, alors, comme je te disais, le contexte est quand même favorable parce que j'ai créé un chatbot sans code. Sans code. Donc, on a aussi cet écosystème du no-code. Et c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est dommage que la profession ne va pas assez sur du no-code parce qu'on peut tout faire aujourd'hui. On peut créer un site web avec zéro code. On peut créer une application web avec zéro code. On peut faire du SEO, pas la peine d'aller prendre, enfin, payer une agence. Des applications mobiles, automatiser des flux de travail avec les plateformes d'automatisation comme Make, N8N et Zapier. On peut faire même du RPA, enfin tout ce qui est, on va dire, d'automatisation au niveau de l'ordinateur et de nos outils comptables. Et là, effectivement, j'ai mis Flowise AI. Flowise AI, c'est un outil visuel, justement, qui permet visuellement de créer son projet d'IA avec toutes les notions que je vous ai présentées. Donc, le dataset, la base de données vectorielle, les bibliothèques qu'on veut utiliser. Donc, Flowise AI, c'est du no-code. C'est du no-code et on peut aller s'entraîner et entraîner un modèle d'IA. On a aussi du coup Microsoft, effectivement. Microsoft, la Power Platform et Power Automate. Alors Power Automate, je pense qu'on le voit peut-être pas bien à l'écran, mais Power Automate, il a un composant qui s'appelle AI Builder. Et là, on va pouvoir utiliser de l'IA avec notre outil Microsoft 365. Donc là, par exemple, c'était la détection du sentiment d'un email. Alors, est-ce qu'un email reçu au cabinet, est-ce qu'il a plutôt une connotation négative? Est-ce que le client est content ou pas? Donc, on reçoit beaucoup d'emails et ce qu'on veut détecter, c'est le sentiment négatif. C'est-à-dire, est-ce que l'email entrant, est-ce que le client est agacé? Est-ce que le client est mécontent? Est-ce que le client fait une réclamation? Et donc, l'IA va analyser tout ça et va pouvoir envoyer une notification à un superviseur en lui disant, attention, j'ai détecté sur une échelle de 1 à 10 que cet email était à connotation négative à telle échelle. Voilà, donc là, on peut le faire, on peut déjà le mettre en place. C'est des exemples qui existent et qui sont partagés sur le net. Avec l'outil Microsoft, très simplement. C'est pas compliqué, la documentation n'est pas compliquée, mais pareil, vous avez un cheminement visuel où vous allez dire je prends tel composant, ça peut être l'email. Donc là, c'est le déclencheur. L'email, c'est l'événement déclencheur, c'est la réception d'un email, mais ça peut être autre chose. On peut choisir d'autres éléments déclencheurs. Et puis là, on notifie par email au superviseur. On aurait pu imaginer qu'au lieu de notifier par email un superviseur, ça va plutôt alimenter un tableau Excel où on va avoir l'objet, l'émetteur, qui c'est qui a envoyé le mail, l'objet du mail et la note, le sentiment, est-ce qu'il était négatif ou pas. Donc, on peut imaginer qu'au lieu d'aller sur un email de notification, ça parte alimenter aussi un tableur Excel, pourquoi pas, ou un Google Sheet. Voilà, donc Power Automate permet. Alors là, on est sur l'environnement Microsoft, mais on peut être et sur l'environnement Microsoft et sur
d'autres environnements si on utilise les plateformes justement qui servent d'intégration entre les outils comme Make ou N8N. On peut utiliser un petit bout chez Microsoft et puis après associer ça à des formulaires, donc des applications tierces. Des données, le déclencheur, ça va être le formulaire qui remplit. Voilà, donc on n'a pas uniquement l'input mail, on peut avoir notre outil de formulaire qui est connecté à l'email, ou qui est connecté plutôt, qui est pas connecté à l'email, qui pose des questions et que la réponse est analysée par l'IA. Voilà pour le Microsoft. Alors, je vais présenter aussi ce que j'ai fait avec l'IA au niveau du congrès de Montpellier avec un agent. Alors, les agents, on n'est pas obligé de créer un agent, mais c'est vrai que si on veut faire un chatbot, par exemple, on dit que on a créé un agent, donc c'est un agent d'IA qui va s'occuper d'une tâche spécifique. Donc là, la tâche spécifique, c'est converser avec un utilisateur. Donc, en gros, il y a 3 étapes. Hein. C'est la création de l'agent, la création du dataset. Donc, moi, j'avais donné un document PDF. C'était notre formation en facture électronique. J'avais partagé le lien d'un site web et j'ai dit à mon agent, tu vas utiliser la donnée du PDF, la donnée du site web pour répondre aux questions sur la facture électronique. Alors, pour déployer, pareil, si vous n'avez aucune connaissance technique, ben, on vous donne un petit bout de code à insérer sur votre WordPress, ou alors en iframe, ça peut être n'importe quel site de données. Donc, vous copiez-collez du HTML et votre chatbot fonctionne directement. Donc, il n'y a pas de problématique pour le déployer. Et si vous avez des connaissances techniques et que vous maîtrisez les API, vous pouvez vraiment créer votre applicatif. Donc là, il n'y a pas, on n'a pas, on est libre hein, au niveau de la création, comment on imagine le visuel au niveau du chatbot. Donc là, vous avez plus de liberté parce que l'API, elle va juste envoyer de la donnée et récupérer de la donnée, et c'est vous qui construisez tout l'environnement chatbot. Donc il y a plusieurs solutions selon le niveau technique de chacun. Donc pour la création de l'agent, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis allé sur un outil qui s'appelle Shendex que je vous présenterai à la fin. Donc c'est très simple. Hein. Donc là, j'ai donné un titre, le chatbot facture électronique. J'ai donné une description. J'ai choisi mon modèle d'IA. On le voit, chez nous, c'est à droite là. Donc le modèle d'IA, j'ai choisi ChatGPT. Alors il y a la notion de température. La température, c'est la réponse à la question. Est-ce que ça peut être, est-ce qu'on veut du très spécifique ou pas? Et puis, je lui ai donné un prompt parce qu'il faut lui donner un contexte. Donc là, j'avais mis tu es un expert comptable et tu vas aborder la réforme de la facture électronique en France. Réponds aux questions réponds aux questions en français déjà. J'avais posé et puis commence tes réponses par cher confrère, chère consoeur, par exemple. Donc là, c'est une instruction que j'ai donnée au chatbot. Donc là, j'ai créé l'agent, j'ai créé le contexte, le prompt. Donc tout ça sur, on va dire, un site où on est sur du visuel, hein, donc il n'y a pas de code. On n'est pas, j'ai pas créé l'agent avec du code. Je choisis le dataset. Donc là, j'ai mis 2 documents. J'ai donc le PDF et un site web. Donc le modèle d'IA va aller scanner un peu le texte au niveau du site web, le contenu, et il va pouvoir répondre grâce à ce contenu. Donc si on met qu'il y a eu un décret qui est sorti voilà, il y a quelques jours, si on met à jour notre site web, ou si on met à jour notre document PDF, eh ben le chatbot va pouvoir nous sortir la réponse la plus fraîche. Voilà. Nous donner. Et donc là, il n'est pas pollué par tout ce qui est présent sur Internet. Il va se concentrer sur notre donnée parce qu'on lui a dit dans le prompt, utilise prioritairement les données spécifiques qu'on te donne.
ne va pas chercher de la donnée sur Internet, ou alors quand vraiment on trouve pas, quand il trouve pas, s'il n'a pas de réponse, il va aller chercher sur Internet. Donc là, on peut connecter, on a vu qu'on peut connecter un website, un Google Drive, on peut connecter un document sur Notion, et puis après, on peut uploader des documents sur plusieurs formats, PDF, CSV, JSON, et on peut lui donner un lien d'une web page. Donc là, c'est le dataset, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai créé l'agent. L'agent, on lui donne un contexte, on lui donne une tâche. Donc là, c'est converser avec des utilisateurs. On lui donne de la data. Et la troisième étape, on va déployer notre chatbot. Donc soit ça peut être sur Slack, ça peut être sur WordPress. En iframe, donc ça c'est pour n'importe quel site web, on peut l'intégrer. Sur Bubble, alors Bubble, c'est un outil de création no-code d'applications et d'outils web. Voilà, oui, on peut le connecter à Zapier, qui est une plateforme un peu plus large d'automatisation et d'intégration. Donc là, c'est pareil, c'est aucune connaissance technique et on peut commencer à travailler sur un agent chatbot. Donc moi, l'agent que j'avais créé, ben, j'ai partagé le lien, c'était poldata.app chatbot. Si vous allez dans le fil de la discussion, on va dire le contenu et je voulais partager et là vous pouvez cliquer sur les différents liens. Alors voilà pour ma partie à moi. Donc je pense qu'on a vu. Alors oui, juste peut-être pour présenter, je peux revenir sur les agents. L'agent. Yacine, tout à Oui, l'heure, tu as parlé d'une facture, ouais. facture électronique format PDF, donc ce qui veut dire que la machine va être capable de la lire, de l'interpréter, ou c'est Oui, pas oui, du oui, tout le oui. sujet. Oui, oui. Alors ça, tu peux le faire actuellement, tu peux le faire aussi avec Power Automate, outil de Microsoft. Tu peux lui donner, tu peux l'entraîner sur de l'extraction de données ou sur de l'analyse de données. Alors là, moi, j'ai donné un document, le support de formation. Le support de formation du CROEC, enfin du national, pardon, sur la facture électronique. Donc, je ne sais plus combien il y avait de pages. Donc, c'est un document PDF peut-être de 25 pages ou 20 pages. Et donc, il a utilisé on va dire ce document pour répondre aux questions. Quand débute la réforme de la facture électronique? Qu'est-ce qu'elle concerne? Enfin, alors, il y a juste le e-reporting où j'ai pas vraiment développé. Mais oui, l'agent IA est capable, avec le contexte qu'on lui a donné, de répondre à des questions. Alors, soit il va trouver la réponse dans les documents que tu lui as fournis, soit il va aller chercher sur Internet, sur on va dire le grand data lake. Ce qui veut dire il est capable tout seul de transformer une facture PDF en données numériques exploitables par une machine. Si tu l'entraînes sur ce sujet-là, oui, oui, bien sûr. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Hein. Ce que j'ai Oui, fait, c'est un chatbot qui va répondre aux questions sur la facture électronique. Mais si tu veux, alors il y a des bibliothèques justement. Là, c'est plus la notion de bibliothèque de transformer, passer du XML à du PDF ou du PDF à du XML. Tu as ce qu'on appelle les bibliothèques, les libraries en anglais. Et là, c'est plus au niveau des librairies que tu vas pouvoir entraîner et transformer, mais en tout cas, elles existent. elles existent. Passer du PDF au XML et du XML au PDF, les librairies existent. Oui, oui, c'est comme transformer un format de fichier de document. Mais là, tu vas plutôt t'appuyer, tu vas pas recommencer à zéro, tu vas pas créer ton modèle, tu vas plutôt, je pense, utiliser une bibliothèque, ouais, D'accord. qui va te le proposer. Ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure on peut transformer tout type de format. Souvent, on dit que le PDF texte, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais si c'est pas du PDF texte, sans doute, il faudra quand même passer par des OCR. Donc, est-ce que la mécanique globale Oui, moi, dispose d'un OCR performant? en tout cas, au niveau des bibliothèques, tu vas en trouver une qui répond à, oui, qui va pouvoir gérer cette problématique. Ouais. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. On va pouvoir. Alors moi, sur les agents, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut très bien travailler. On peut travailler en collaboration.
Et c'est même, je pense que c'est même conseillé de travailler à plusieurs sur des chatbots. Donc, j'avais cité l'exemple où, par exemple, moi, j'en crée un sur du social. Donc, je vais lui donner des documents, les conventions collectives et puis le droit du travail. Donc, je vais créer mon agent, mon chatbot social, donc pour mes clients. Donc, et selon les réponses, eh ben, on va les envoyer vers tel ou tel, soit un formulaire, soit un endroit où ils peuvent déposer des documents. Donc, on peut créer des scénarios, des flux de travail avec ces agents. Si un autre cabinet ou un autre confrère travaille sur plutôt un chatbot de juridique, plutôt fiscal, et puis on peut imaginer un échange, un écosystème où on va se partager, soit on travaille en collaboration et chacun travaille sur un domaine particulier. Et je pense que notre force, elle est là, c'est la capacité euh, d'échanger, de travailler en collaboration. Et pour moi, c'est très on peut pas tout faire, on pourra pas tout faire. Mais si on est plusieurs à se dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on peut. Alors, on voit qu'il y a des livrables possibles dès maintenant. Il y a des livrables possibles. Et même au niveau des modèles économiques, l'IA est pas chère. On peut très bien imaginer qu'on va aller sur des formules payantes. Mais si on est, je ne sais pas moi, 10 cabinets à se partager ces frais, ben, c'est dérisoire. Au niveau coût de l'IA, c'est dérisoire. Et on prend l'exemple de 10 cabinets qui travaillent sur des thématiques différentes, ben c'est une force significative là, pour déployer plus vite, pour aller sur une spécialisation, quelque chose de très spécifique, et se partager ses connaissances. Oui, le Voilà. partage de la connaissance, je pense que c'est un élément essentiel pour notre communauté Moi, d'experts comptables. je vois pas d'évolution vers l'IA sans collaboration entre. C'est dommage, on est 21 000 experts comptables, je ne sais plus combien en région. Donc, si chacun travaille en solo, ça marchera pas. Mais si on est regroupé peut-être en association numérique, c'est ce qu'on va, On va annoncer. on va peut-être voilà, aborder cette thématique-là. Là, c'est très adapté. On va voir que là, on peut être puissant et on peut déployer rapidement des outils intéressants et revoir un peu toutes nos missions avec l'intégration de l'IA. Non plus que l'entraînement est quand même basé sur le partage et la diversité des Oui, oui, connaissances. oui, parce qu'il faut que ton dataset, ta data, il faut quand même que tu la maîtrises et que tu l'intègres, que tu entraînes ton modèle et que tu regardes justement est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc voilà, il y a même sur la norme Lab, on peut imaginer pour les collaborateurs un chatbot sur la norme Lab. Donc il y a un cabinet qui travaille ou un expert comptable qui va travailler sur les normes Lab, un expert comptable ou un groupe d'experts comptables sur plutôt du social, un autre groupe sur du fiscal, et puis après, pourquoi pas créer un plugin ChatGPT avec on va dire, diffusé pourquoi pas par le CROEC ou par le Conseil national. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais je n'imagine pas, on va dire, de progression si on n'est pas plusieurs et si on n'est pas sans partage et sans cap, on va dire, défini. Voilà, en tout cas, le partage, c'est très adapté et même, voilà, même au niveau du partage du coût, parce qu'après, si on va sur de l'IA spécialisée avec des plateformes no-code, moi, je parle que de no-code, j'ai pas envie de. Il n'y a pas besoin d'apprendre Python, il n'y a pas besoin d'apprendre. On ne va pas se lancer dans de l'apprentissage de langage de programmation. L'idéal, c'est d'arriver à un livrable rapidement. Et comment y arriver? Eh ben, le travail en communauté est très adapté. Voilà. Super, merci. Voilà pour ma présentation. Je vais laisser peut-être Romain nous présenter les possibilités de ChatGPT. Et carrément. Merci beaucoup, Nassim. Alors, Nassim, une toute petite chose au niveau des Oui, questions-réponses. Je crois qu'on nous a posé la question. oui, Est-ce que tu peux remettre le lien peut-être oui. sur ce que vous avez présenté, répondre à la question de Jérémy, Yasmina et Jean-Philippe et spectateur anonyme. Ça serait top. Alors, attends, bouge pas, je vais Ah, à essayer. l'écran, tu veux dire les questions? Ouais. Il y a quelques questions. Alors, les questions. Hop. Rien sur le fil de discussion. La discussion est désactivée. Pas dans mon Là.
Ah, je n'ai pas accès au lien de présentation dynamique. Alors, le lien, il était au tout début. Voilà, il est là. C'est ça, vous le voyez à l'écran, ouais. Vous voyez le lien ou pas? Ouais, François. Ah, Oui. Ah non, 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 il n'est pas. Regarde, là, je l'ai là. ok. Ah, voilà. C'est Alors, quand on a attends. deux. Et là, comment je peux répondre? On ne voit pas le Répondre. lien. Ah oui, Et en répondre. réponse, si tu le colles, ça va marcher. Alors, je vais répondre. Comment coller ce lien? On ne voit pas le lien. Yes. Donc, tu l'as fait en ligne. Bon, je vous le partagerai. Il y a pas de, j'arrive pas effectivement. Alors, répondre. Comment tu peux répondre? Attends, Sinon, sinon, je vais le reposter Ouais, c'est mieux. avec mon fil de discussion. Hop. alors, je viens de le mettre dans la discussion de webinaire, hein, si vous Ah, tu cliquez viens de le mettre? Bah, Voilà, super. c'est bon. OK, très bien. Alors, donc Nassim, normalement, tu peux le voir. Est-ce que quelqu'un peut nous dire Oui, si vous voyez bien? moi, je le Ouais, vois. Je le vois. ouais, toi, je Ça a le sais. repartagé. Ça a repartagé. Tac, tac, tac. Donc, les questions, du coup. Ah, d'accord, parce que quand tu envoies. OK. Alors, les questions, par contre, je les ai pas vues, Romain. Est-ce que tu peux. Non, non, c'était surtout pour le. Il y avait quelques questions sur le lien, justement. OK. J'aimerais bien que quelqu'un puisse nous dire s'il voit bien le lien ou pas. Non, Pierre, on voit pas le lien. Cédric non plus. Ah, Euh, tu sais pourquoi? Parce que je crois on l'a partagé que à des. Ah, Croec. Je vais essayer ici. non, non, là, on peut pas. Alors, Pierre Et Marot. là, à ce moment. Ah non, on peut pas, hein. Alors, Cédric Ribeiro. Cédric Ribeiro, là, je viens de répondre à votre question, du coup. C'est vrai qu'on voit pas dans la discussion. Donc là, il y a Brice Simon qui demande de redonner les outils pour créer un chatbot no code. Oui, alors c'est l'outil, c'est Chaindext, si vous allez sur l'IA. Alors, le lien, alors, ouais. Ok, nickel. Donc, c'est bon. Donc, Marie me confirme aussi qu'on peut le voir. Donc, j'ai répondu, j'ai mis le lien vers la présentation en répondant à la question euh, de qui? De Cédric Ribeiro. Très bien. Alors, moi, j'ai utilisé Chaindext, là, on le voit à l'écran. Je ne sais pas si tu le vois, Romain, toi aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai utilisé, donc là, vous avez le lien du site, hein, c'est chaindext.ai. Donc là, on voit les documents qu'on peut intégrer, donc du web, du PDF, du Word. Et puis, alors, je voulais parler justement du modèle économique. Alors, moi, je vous conseille déjà de travailler sur la version gratuite. Donc là, ça vous permet de créer un agent, donc sur un domaine spécifique. Donc là, par exemple, moi, c'était la facture électronique. Donc, un data store, ben, vous allez avoir un document à uploader. Vous allez avoir 20 requêtes, mais c'est bien pour commencer. C'est juste pour commencer. Alors, moi, j'utilise la version startup. Moi, là, en ce moment, j'ai deux agents. J'ai 5000 requêtes possibles par mois ou 250 si je suis sur du GPT-4, mais j'ai pas besoin pour l'instant d'être sur du GPT-4. Voilà. Alors, la collaboration, où c'est intéressant, c'est que si on va sur la formule la payante, même la plus à 99, on est sur 5 agents et à 1000 euros, à 1000 dollars, on va dire, hein, 999 par mois, on est sur 200 agents. Donc 200 agents, c'est énorme. 200 agents, c'est énorme. On est sur 200 data stores. Data store, ça ne veut pas dire que c'est un document, hein. Ça peut être plusieurs documents sur une thématique. On est sur 200 000 requêtes ChatGPT. Donc là, on est sur 600 millions de mots stockés. Des uploads de 90 mégas. Donc là, effectivement, c'est cher, mais si on est une vingtaine à se partager cette formule,
bah, ça revient à 25 euros. Voilà. Donc, c'est cher et c'est pas cher. Mais même celle à 100 euros par mois, elle est quand même très intéressante. Bon, voilà, pour vous dire que la collaboration, c'est aussi pour la notion de partage de coûts. Mais on peut très bien aller sur la version, commencer par la version gratuite. Moi, j'ai basculé sur la version à 49 euros. Et puis là, je suis en train de m'entraîner plutôt au niveau des API pour vraiment le personnaliser et créer des scénarios un peu plus complexes. Parce que quand on associe de l'applicatif au chatbot, là, on a un rendu qui est super parce qu'on peut avoir des questions filtres au départ. Et puis après, euh, tel ou tel, qu'est-ce qu'on utilise comme agent, qu'est-ce qu'on utilise comme data store, on est vraiment sur quelque chose de plus spécifique. On peut imaginer se partager l'abonnement à combien de cabinets, par exemple? Bah, 200 agents, c'est énorme, hein. On n'aura pas Voilà, le temps on on n'aura n'aura pas pas le le temps de les temps, produire. c'est clair. Non, non, on n'aura pas le temps de les produire. Mais 200 agents, c'est énorme. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'après, c'est des liens qu'on se partage. C'est ça. C'est ça ce qui est fort, c'est ça, c'est qu'au niveau chatbot à partager, on a juste des liens, ça s'insère sur notre. Et selon les questions des clients, ben, on va les envoyer sur un chatbot social ou sur un chatbot création d'entreprise, sur un chatbot fiscal. Donc, on va pouvoir, avec des outils no-code, gérer tout ça. Et de toute façon, après, c'est comme tu dis, l'objectif de l'association numérique, c'est d'accompagner aussi, d'accompagner tous ceux qui veulent adhérer à des projets numériques. C'est justement de réfléchir ensemble, de fixer un cap et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. C'est ça. Voilà. Voilà, moi je vais te laisser la parole, Romain. Ouais, c'est parfait. Hop, bouge pas, bouge pas. Je vais arrêter le partage peut-être, comme ça Ouais, tu peux. volontiers. Zoom, c'est bon. Alors, je partage mon écran. Nassim, tu me dis si tu le vois bien. Ok, c'est partagé. Oui, c'est partagé. Ouais. C'est bon? Ok, super. Alors, on va parler ChatGPT, on va parler mid-journée. Donc, ChatGPT, c'est quelque chose qu'on a pu découvrir il y a pas très loin d'un an, hein. Moi, personnellement, c'était juste avant Noël 2022 que j'ai découvert ça, et de façon beaucoup plus approfondie depuis les mois de mars, avril, mai. Et mid-journée, qui est un outil, grosso modo, générateur d'images. Et alors, vu comme ça, on peut se dire, mais pourquoi il va nous parler de ça? C'est quoi le rapport avec l'expertise comptable, nos métiers, nos collabs, nos cabinets? On va pas s'en servir tous les jours, mais par contre, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, de façon ultra rapide et vraiment pas chère. Donc, c'est un petit peu des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Ce que je vous propose, je vais dérouler très rapidement. On va partir très vite en mode démonstration de comment est-ce qu'on s'en sert. Nassim, si tu peux éventuellement jeter un coup d'œil aux questions-réponses, s'il y a des questions Oui, qui arrivent au fur et à mesure, et n'hésite pas à me couper s'il y a des questions. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Donc, ChatGPT, c'est un outil qui a été créé par une société américaine qui s'appelle OpenAI. Donc, c'est un programme informatique disponible sur Internet et sur son téléphone. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Donc, grosso modo, une espèce d'intelligence artificielle qui a été pré-entraînée. On lui a donné du texte, du texte, du texte. Alors, je sais plus si c'est en millions ou en milliards de phrases, de documents, de livres qu'il a pu ingurgiter pendant quelques mois, voire quelques années. Mais grosso modo, c'est une des IA qui a ingurgité le plus de connaissances au monde et qui s'est entraîné, alors non pas à apprendre des choses pour les restituer, mais qui s'est entraîné sur la base de tous ces textes, ces mots, ces lettres, ces phrases, ces paragraphes, ces bouquins, pour pouvoir, grosso modo, générer du langage, hein, du texte, en réponse à des questions qu'on va lui donner. Alors, en réponse à des questions qu'on va lui donner dans un premier temps, et surtout en réponse à des choses qu'on va lui demander, donc pas forcément des réponses à des questions, mais sur une partie vraiment créative, on va lui demander de créer quelque chose, eh ben, il va être capable de faire preuve de créativité, on en parle juste après, et de contextualisation. Alors, la contextualisation, c'est quoi? C'est un truc qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années avec des outils comme Alexa ou Siri. La contextualisation, c'est ChatGPT, on va pouvoir lui demander
quelque chose ou de faire quelque chose et de se mettre à la place de telle ou telle personne. Donc d'un écrivain, d'un expert comptable, d'un électricien. Et en fonction du contexte qu'on va lui donner, il va adapter ses réponses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de novateur auquel on n'avait pas accès du tout sur les outils qui nous étaient présentés par des gens comme Apple ou Amazon ces dernières années. Et puis au niveau de la variété des tâches, donc rédaction de texte, réponse à des questions complexes et automatisation de tâches. Donc je pense que le plus simple pour montrer un petit peu la variété des tâches qu'on peut avoir avec ChatGPT, c'est de vous en faire, excusez-moi, la démonstration immédiate. Donc ChatGPT. Donc là, vous voyez toujours mon écran d'ordinateur, Nassim, c'est Oui, bon? oui, oui, on est sur ChatGPT On là. est sur ChatGPT, nickel. Donc ChatGPT, grosso modo, on y va comment? On va sur Internet, sur n'importe quel navigateur. On tape ChatGPT. Hop, donc on est sur le site chat.openai.com. On fait entrer. Donc moi, j'arrive sur ma page d'accueil. Grosso modo, si vous n'êtes jamais allé, il va vous demander de créer votre compte. Alors, deux petites subtilités. Vous pouvez créer un compte gratuit qui sera tout à fait satisfaisant pour commencer au début. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle 3.5. C'est un peu les versions, hein. Donc la version 3.5 qui est gratuite, qui est aussi la plus rapide et qui est, voilà, ils ont ça comme idéal pour la plupart des tâches quotidiennes. Donc n'hésitez surtout pas à le tester, c'est gratuit, il faut s'inscrire donc en donnant de mémoire un nom, un prénom, un mail et vous créez votre mot de passe. Et derrière, vous avez votre compte, vous y connectez quand vous voulez. Donc sur l'ordi, sur Internet ou sur le téléphone, ça marche sur les iPhones et je crois que ça marche aussi sans souci sur tous les téléphones Android. Voilà. Donc une version gratuite 3.5, une version payante donc que je dispose, qui est la version 4. Donc la version payante, elle est un petit peu moins rapide. Par contre, elle est souvent vachement plus performante et des fois, elle offre des options beaucoup plus importantes, notamment la possibilité de se connecter à Internet et au web, donc en live, de faire un petit peu d'analyse de données. Alors, je ne ferai pas la démo aujourd'hui, mais grosso modo, vous avez un fichier Excel, vous pouvez balancer le fichier Excel à ChatGPT et lui demander d'en tirer des informations, des recommandations ou des graphiques, hein. On a pu faire des tests avec en balançant un fake, nous sortir des tableaux d'évolution du chiffre d'affaires mensuel, ce genre de choses. Des plugins où là, grosso modo, les plugins, si vous voulez, sur ChatGPT, c'est un peu comme comme l'Apple Store. C'est un endroit où vous allez avoir plein de petites. Là, si je clique dessus, normalement, non, ici. Vous avez plein de petites applications, donc du Visla pour créer de la vidéo, du toc toc toc, du diagramme pour créer tout ce qui est diagramme, du chat with PDF ou Ask Your PDF. Donc là, vous allez lui fournir un PDF. Donc par exemple, imaginons que vous ayez une première mission de commissariat aux apports à faire. Vous n'avez pas envie de vous palucher les 287 pages du document la SNCC sur le commissariat aux apports. Et ben, vous allez pouvoir télécharger le document à Ask Your PDF et derrière poser vos questions à ChatGPT. Il va pouvoir du coup extraire les réponses du document PDF que vous lui aurez donné. Voilà, donc plein de petites choses comme ça. Au niveau de... Donc, on va commencer tout de suite. Attends, il faut juste que je bouge ça. Nickel. Alors, ce que je vous propose, au tout début de ChatGPT, quand c'est sorti, on ne connaissait pas trop ce que c'était. On avait l'impression, on avait l'historique un peu avec Alexa et Siri. Donc, grosso modo, on lui disait, donne-moi la météo pour demain ou donne-moi, je sais pas moi, le toc toc toc, la recette pour tous les frites, hop, et un peu comme Siri Alexa, il nous répondait tranquillement, voilà, c'est comme ça qu'on va faire un poulet frites. Souvent, on se disait, bon, bah, ok, c'est cool, mais des fois, ça marche pas très bien. Par exemple, si je lui demandais, donc là, je me mets dans la peau d'un collaborateur qui veut calculer une TVS. Donc, je suis collaborateur. Vous voyez, quand je tape le texte en bas, c'est bon? De cabinet comptable, c'est moi pour le raccourci. Calcule-moi la TVS en véhicule de tourisme. Marque, je sais pas moi, Fiat 500, acheté en 2022, en 2020. Hop. De temps en temps, quand on lui posait des questions qui sont vraiment très, 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 très poussées,
on se rend compte qu'il va nous faire quelque chose, il nous répondra toujours. Il dira rarement j'en ai aucune idée, il va quasiment jamais bugger. De temps en temps, il va nous faire des petites choses comme ça. Donc là, il me dit pour calculer la TVS, il me faut les émissions de CO2, le type de carburant ou l'énergie, les différentes composantes, il va même donner les prix. Donc là, c'est une question où il a l'air plutôt cohérent. Mais de temps en temps, on était un petit peu frustré. Pourquoi est-ce qu'on était frustré? Parce qu'on faisait en fait que ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire lui poser des questions en attendant une réponse. Et c'est là que la magie de ChatGPT commence, c'est-à-dire que au lieu de simplement lui poser des questions en attendant des réponses, on va lui demander de créer quelque chose. Et donc tout à l'heure, je vous ai montré la possibilité de créer une recette de cuisine. Je montre cette histoire de recettes de cuisine et de ça parce que c'est pour vraiment comprendre le principe, c'est assez sympa. Imaginons que voilà, j'ai dans mon frigo. Donc je vais pas lui demander une recette de quelque chose, je vais lui demander de me créer une recette à partir d'ingrédients. Donc, j'ai dans mon frigo, je sais pas moi, un poulet. Euh, Nassim, Oui, oui. Alors attends, arrêter. On m'a dit qu'il y avait certains, voilà, écran noir. Donc là, je reviens là. Ouais. ah, il y a l'écran noir? J'ai quelques commentaires écran noir de Monsieur Froment. C'est Géraldine. Mieux ou pas? Moi, je vois ChatGPT sur l'écran. Jardine, s'il y a 2 minutes. Jardine, tu peux nous dire si c'est mieux ou pas? Non, pas d'écran noir pour Maxime. Bon, ça a l'air pas mal, je continue. Prévenez-moi si Jardine a encore un souci. Donc, j'ai dans mon frigo un poulet, des pommes de terre, du paprika bon sang, moi, et des pommes. Créez-moi une recette pour 3 personnes. Et comme je suis un peu pressé à faire en moins de, allez, on va lui laisser 50 minutes quand même. Est-ce que ce Hop là. m'en permet de Je parler? lui dis ce que j'ai. Je lui dis ce que j'ai et du coup, il va me créer une recette à partir des ingrédients que je lui donne. Et ça, c'est quelque chose qu'on était incapable de faire avec les outils génératifs en termes de langage de type Siri, Alexa à l'époque. Voilà, donc il me donne toute la recette, il me donne les ingrédients au début, les instructions, il va m'expliquer comment faire. Imaginons maintenant, j'ai mon client qui veut créer une pizzeria, il veut créer un peu des recettes de pizza originales. Eh ben, je suis restaurateur. J'ai besoin d'une nouvelle carte originale. Crée-moi une carte avec, allons dire, 5 recettes de pizza. De type, toc, 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 allez, indienne. Entrée. Voilà, donc il me parle de création de cartes de pizza inspirées par la cuisine indienne. Tac, tac, tac. Et là, il va me parler. Donc voilà, la pizza tandoori chicken. Il va me sortir la recette, les ingrédients, etc. Donc c'est voilà, pour montrer vraiment la partie créativité, recette de cuisine. Une autre chose qui peut être assez sympa, c'est Nassim ou Paul. Paul, il y a un poète que tu aimes en particulier. Un poète. Un poète. Ouais. Un poète, un poète. Ah, on va dire Baudelaire. Allez. Baudelaire, c'est marrant, j'ai la même. Hein, C'est drôle. sur le thème de, alors on est à Marseille, la mer, Marseille, le soleil, et puis pourquoi pas la comptabilité et l'IA. Préciser la compta Baudelaire. Allez, on va faire Non. rapide. En 4, Alexandrin. Oula. En 4, Alexandrin, ça devrait aller assez vite. Donc voilà, donc là il est parti en mode poète. Et en fait, il va aller imiter le style de Baudelaire qu'il a lu, hein. Donc là, il me fait voilà, 4 Alexandrin, il allait très très vite. Mais si on veut lui en demander 200, il nous en fera 200 de façon aussi rapide. Voilà. Et pareil, on peut lui demander des pièces de théâtre. On peut lui demander. Alors attention, sur Amazon, on voit des livres qui commencent à être écrits avec ChatGPT. Bon, après, c'est vite barbant de lire un livre qui a été créé par une machine, mais voilà, c'est pour dire un petit peu tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Maintenant, revenons un petit peu à nos moutons des cabinets experts comptables. Imaginons, je suis expert comptable.
Et là, vous voyez, j'ai fait une faute d'orthographe, je vais lui laisser parce que il les comprend et ça ne le dérange pas trop. Je souhaite envoyer un mail à un prospect. Un prospect, on va dire qu'il est allez, maçon. Maçon et petite entreprise avec 3 salariés quand même et un apprenti. Et je souhaite lui envoyer un mail pour lui faire ma proposition d'honoraire. Tu me proposais un modèle de mail de type professionnel, mais rassurant quand même. Hop là. Alors, je laisse des fautes volontairement, c'est pour aller un petit peu plus vite. Et ChatGPT, ça l'embête pas du tout. C'est quand même. Ouais. Donc là, il me dit, ouais, bien sûr, voici un modèle de mail professionnel rassurant pour un prospect, proposition de service d'expertise comptable adapté à mon entreprise, madame, monsieur. J'espère que ce message vous trouve en pleine forme et que votre activité de maçonnerie continue de prospérer. Alors oui, de temps en temps, il est un petit peu, comment Ouais. dire, au niveau du style, il est un petit peu particulier. Donc, il faut surtout pas hésiter à soit lui dire et lui demander de modifier, soit copier le texte, le mettre dans Word et puis coller directement. Voilà, donc là, tac, tac, tac. Donc, vous voyez, je vais demander que ça, hein. Je vais rien dire d'autre. Donc, il me propose, voilà, tenue de la compta, établissement des comptes annuels, déclaration fiscale, optimisation de votre charge fiscale, gestion de la paye de vos salariés, de votre apprenti, en respectant les spécificités de la convention collective. Attendez, je vais faire un petit arrêté. Non, c'est bon, nickel. Et Romain, et quand tu vas modifier certaines choses de tournure de phrases qui ne te conviennent pas, Oui. donc le système va progresser. Ouais, alors il va progresser, sachant que, attention, ChatGPT, l'outil de OpenAI, va garder en mémoire certaines choses au fur et à mesure de l'utilisation. Par contre, de temps en temps, au bout de alors, quelques jours, quelques semaines, il va se dire, tiens, voilà, moi j'ai besoin de faire un petit peu de place dans ma mémoire, dans mes disques durs, donc il va supprimer des informations, il va supprimer des conversations. Première chose. Deuxième chose, si je suis un petit peu psychopathe au niveau de la sécurité informatique, et j'en fais partie, quasiment tous les jours, je vais aller en bas à gauche, là où j'ai mon nom, mon prénom, sur les 3 petits points. Je crois que c'est dans paramètres et bêta. Et là, j'ai un truc qui s'appelle effacer toutes les discussions. Je vais cliquer sur effacer. Il va effacer tout mon historique. Alors, il va effacer tout mon historique. En réalité, ChatGPT va garder encore en mémoire ça pendant quelques jours, mais à un moment donné, il va le supprimer complètement. Et à partir du moment où on supprime l'historique, du coup, il va plus se souvenir du tout de ce que je lui ai dit. Et à ce propos, je rebondis. Donc ça, c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Ici en bas à gauche, dans les paramètres, il y a un petit onglet qui s'appelle Instructions personnalisées. Donc, instructions personnalisées. Je vais pouvoir lui dire, donc voilà, il me demande que souhaiteriez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir de meilleures réponses. Donc, par exemple, je peux lui dire, je suis expert comptable, j'ai 33 ans. Hop, exerce dans le sud de la France. Voilà, ce genre d'informations. Et comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde? Là, je peux lui dire, je souhaite un ton de réponse extrêmement professionnel, ou décalé, ou humoristique, ou sympathique, ou on écrit un petit peu ce qu'on veut. Et ça, c'est sympa parce que du coup, ça permet d'avoir à éviter de redire à chaque fois dans quel contexte on est et ce qu'on attend de ChatGPT au niveau de la tonalité, de tout ça. C'est sorti quand ça, Romain? Parce que je ne l'avais pas vu, ce C'est nouvel sorti il n'y a pas outil. très longtemps, soit je crois que ça fait quelques jours, si je dis pas de bêtises, hein. Et Peut-être que, Romain, et est-ce qu'il ouais. peut deviner le contexte, en fait, au fil du temps? Est-ce qu'il peut, pardon, excuse-moi? Deviner le contexte. Là, tu lui donnes un contexte, mais est-ce qu'il peut, par rapport à tes corrections, au fur et à mesure, se faire une idée sur ce que tu attends? Un sous-contexte, alors. Oui, oui, oui. Ouais. Il faut que tu... Non, ce contexte, c'est vraiment ici Pour dans les... l'instant, non, hein, mais ça Non, viendra. c'est vraiment les instructions personnalisées que je vais pouvoir lui donner les contextes. Par exemple, dans comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde, je peux lui dire ici, hein, je souhaite que tu sois dans un contexte je veux que tu te mettes à la place systématiquement, je sais pas moi, d'un conseiller en stratégie ultra performant avec 30 ans d'expérience dans un gros cabinet de conseil parisien, ou, euh, ou en mode je veux que tu sois un expert comptable
Sur Marseille, très présent sur le territoire local et très pointu sur un petit peu les dispositions des clients locaux à adhérer à telle ou telle offre de service. Donc, c'est vraiment le contexte, c'est vraiment ici qu'on veut le donner si on ne veut pas avoir à le répéter à chaque fois. Et bah, vous voyez là, quand je clique là-dessus, on parle de déclencheur d'idées, où êtes-vous basé, que faites-vous dans la vie, quels sont vos passe-temps et centres d'intérêt, de quel sujet pouvez-vous parler pendant des heures, etc. Et ici, pareil, attends, je redescends ça. Hop là, voilà. ChatGPT doit-il être formel ou décontracté? Quelle devrait être la longueur générale des réponses? Alors, ça aussi, la longueur générale, on a parlé de Ouais, tonalité. ouais. La longueur est importante. Tout à l'heure, quand je lui demandais un poème, je lui demandais 4 alexandrins. Au niveau de la longueur, on peut lui demander, voilà, réponds-moi en 3 phrases, en 3 paragraphes, en 600 mots. Alors, si vous commencez à lui demander 10 000 mots ou si vous commencez à lui demander de vous rédiger un mémoire d'expertise comptable juste en une phrase, il va vous dire non ou il va vous faire quelque chose de... il va s'arrêter à un moment donné. Faire attention à ça. Il ne faut pas hésiter. Ça reste un langage informatique. Ce qu'on aime bien en informatique, c'est, vous savez, c'est quand il y a un problème, c'est de découper en petits problèmes et redécouper en plus petits problèmes, un petit peu comme on rédige en mémoire. On donne 100 pages à rédiger. Bah, au début, on en rédige, on a 10 parties, enfin 3 parties de 30 pages, et puis chaque partie des sous-parties de 5 à 6 pages, et puis après des pages et des paragraphes. ChatGPT, on peut tout à fait s'en servir comme ça. Moi, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour créer un règlement intérieur. Grosso modo, je lui ai dit, créez-moi. Bah, donc, on va le faire le test tout de suite. Là, je vais faire annuler. Attends, ne bougez pas. Hop là, ça, c'est pas annulé. Quitter. Nickel. Imaginons, voilà, j'ai un. Alors, je suis pas forcément très très calé en marketing, mais imaginons que j'ai un électricien qui vient me voir, je fais son rendez-vous bilan et il me dit qu'il a du mal peut-être à générer du nouveau chiffre d'affaires avec des nouveaux clients. Alors, je suis pas expert en marketing, donc 2 possibilités. Soit je vais l'envoyer voir un spécialiste du domaine dans le coin, soit je vais pouvoir peut-être l'aider un petit peu. Il n'a pas beaucoup de sous, on peut essayer de lui donner un petit coup de main. Donc, du coup, je peux dire à ChatGPT, voilà, euh, hop là, donc je vais lui dire, je suis expert en marketing pour les TPE. Hop, un électricien te demande un plan marketing pour développer ton chiffre d'affaires à court terme. Donc là, présente-lui un plan. Alors, simple à comprendre, que des fois, selon les métiers, on a des termes un peu compliqués. Donc, un plan simple à comprendre et à mettre en place de façon concrète. Et je vais demander un plan en 6 étapes avec 6 actions clés. Entrée. Voilà, donc là, il me dit étape 1, analyse de la situation actuelle, avec une action clé audit de présence en ligne et hors ligne. Vous voyez toujours, il n'y a pas d'écran noir, là, je vais voir les questions. Pas d'écran noir, tac, tac, tac. Ah, il y a Jardine qui a pas la vue de l'écran. Ouais, Jardine, ouais, je ouais. suis désolé. Jardine, je suis vraiment Cohen, je suis vraiment désolé. Elle a dû partir depuis. Tac, tac, tac. Acheter ta fenêtre. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. On voit. Ok, non, a priori, il y a pas trop de soucis d'écran pour les autres personnes. Super. Edwige qui voit tout. Impeccable. Je te remercie, Edwige. Donc voilà, je vais arrêter de générer. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, étape 1, analyse de la situation avec une action clé audit de présence en ligne et hors ligne. Donc, évaluer votre visibilité actuelle sur le site web, réseaux sociaux, annuaires locaux, etc. Identifier votre cible, votre clientèle cible et ses besoins, analyser les concurrents. Étape 2, définition des objectifs. Donc là, il me parle d'objectifs SMART. Déterminer un chiffre d'affaires cible pour le court terme, identifier des indicateurs de performance. 3, stratégie de contenu et de communication, création de contenu ciblé, plan de communication, créer des guides, des conseils, des vidéos sur des sujets pertinents, planifier une campagne de communication locale. Étape 4, optimisation du SEO. Étape 5, publicité ciblée. Étape 6, suivi et fidélisation. Alors, imaginons maintenant que, parce que du coup, on a des actions clés, c'est cool, mais concrètement, on en fait quoi? Et ben là, il me dit planifier une étape de communication locale. Ben, je vais faire CTRL-C simplement et je vais lui dire, hop, CTRL-V, hop, prépare-moi.
campagne de communication en 5 points concrets. Voilà. Donc là, faut pas hésiter à prendre un petit bout de ce qu'il propose, lui dire, bah voilà, dis-moi en plus. Et derrière, bah, du coup, il va enchaîner, il va répondre derrière. Donc là, voilà, il va nous dire dresser une liste de journaux locaux, stations de radio, groupe Facebook de la communauté, forum en ligne, création de matériel promotionnel, flyers, affiches, témoignages clients satisfaits, offres spéciales, etc., etc. Alors, un petit truc qui est rigolo sur ChatGPT, c'est qu'ils avaient créé chez OpenAI un outil qui s'appelle DALL-E. Donc là, on va vous parler de. Je vais vous faire une petite démo sur l'image. Je vais arrêter de générer. Donc DALL-E, c'est quoi? C'est l'outil d'OpenAI, de ChatGPT, sur tout ce qui est création d'images. Et tout ce qui est création d'images, alors ça, on va pouvoir le faire que si on est sur une version payante, version 4, hein. Nouveau chat. Donc, je vais lui dire ici. Hop là, excusez-moi. Voilà, Dali, on l'active, c'est bon. Je suis électricien. Créez-moi une affiche pour faire de la pub à Marseille. Alors, une affiche, peut-être pas, mais on va dire une image. On pourrait dire un logo, hein. Hop là, entrée. Donc, comme j'ai cliqué sur le petit DALL-E dans les options tout à l'heure. Normalement, voilà. Donc là, il m'écrit DALL-E création d'image. Il va nous faire patienter quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des heures, hein. Il met rarement plus de 20 ou 30 secondes à créer une image. Donc les joies du live. Voilà. Ah, Alors, décontéiné, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc il m'a créé une image euh, sympa. Ah, d'un électricien à Marseille. Bah, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, hein. ouais. En plus, le tableau électrique, il a l'air plutôt propre. Mon papa serait fier. Et puis, on a une jolie image de Marseille derrière. On voit pas le conseil régional, je suis désolé, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Et là, concrètement, l'image, je fais clic droit, enregistrer sur le bureau. Et c'est une image originale qui est libre de droit puisqu'elle vient d'être créée avec mon abonnement. Ce qui est plutôt sympa, parce avant, dès qu'on avait besoin de créer des images ou des supports visuels, bah, souvent on allait sur Internet, on tapait ce qu'on cherchait comme image, on avait plein de trucs sympas, mais que tout le monde utilisait. Et puis dès qu'on allait dans les options, parce qu'on était un petit peu soucieux de la confidentialité, pas la confidentialité, de tout ce qui est droit d'auteur, on allait dans les options, on cliquait sur œuvre libre de droit, et là, grosso modo, les images étaient un petit peu moins jolies et souvent on était un petit peu pauvre là-dessus, hein. Là, avec des outils comme DALL-E et comme Midjourney que je vais vous montrer dans 5 minutes, on a vraiment des possibilités bah, qui sont infinies en termes de création d'images et d'utilisation. Et sans aucun droit d'image, évidemment, hein, dans ce cas-là. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Donc, un autre petit exemple que je pourrais vous montrer, c'est tu es responsable RH dans un cabinet d'expertise comptable. Tu dois préparer une procédure onboarding pour les nouveaux collaborateurs du cabinet. Prépare-moi un modèle de procédure. Alors, si on lui écrit s'il te plaît, souvent il répond plus vite, hein. Ah oui. Non, c'est une blague, Paul. Ça aurait pu, hein, mais non. Donc voilà, donc procédure d'onboarding pour un nouveau collaborateur. Donc objectif, assurer l'intégration réussie et efficace des nouveaux collabs. Avant l'arrivée du nouveau collaborateur, préparation du poste de travail, assignation d'un espace, équipé, ordinateur, téléphone, fourniture, configuration des accès, création d'un mail professionnel, documentation administrative, communication interne, annoncer l'arrivée du nouveau collab. Désignation d'un parrain, c'est quelque chose qui se fait beaucoup de nos jours. Donc là, il me parle du premier jour, la première semaine.
Donc, voyons, on a un truc qui est quand même, qui est quand même plutôt, Bien. plutôt bien fait. Et si j'ai besoin à un moment donné de le mettre en place de façon pratique, je vais aller sur tac, 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 entretien avec le manager pour le feedback, comme tout à l'heure. Hop, 2 points. Propose-moi une grille d'entretien en 5 points. Hop là. Donc là, c'est parti. Grille d'entretien, identité, tac, tac, tac. Et on est sur ChatGPT, donc à n'importe quel moment, vous sélectionnez avec votre souris, vous copiez, vous allez sur Word, sur Mail, ce que vous voulez, vous faites coller. ChatGPT, on peut s'en servir de temps en temps pour, si on a besoin de rédiger un mail. On n'est pas trop sur la formulation. On va lui écrire quelque chose et il va le réécrire d'une façon beaucoup plus polie ou professionnelle. Par exemple, si imaginons, rédige-moi ça de façon plus professionnelle, 2 points entre guillemets. Salut, envoie-moi tes documents comptables rapidement pour la TVA. Point d'exclamation, fermez les guillemets, entrée. Alors c'est très très imagé hein, ce que j'écris, mais voilà, faut tout dire la façon dont il fonctionne. Je vais juste dire, voilà, rédige-moi tes docs pour la TVA. Oui. Il fait un truc hyper poli. Alors, c'est assez rigolo, mais à chaque fois qu'on lui demande de rédiger un corps de mail, il commence très très souvent par Madame, Monsieur. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé et dans de bonnes dispositions. Et on Voilà. peut le changer, ça? Oui, bon, forcément. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu copies-colles et tu enlèves. Ah Oui. oui, Mais ça, de façon hein. générale, après, quand on continue, Je peux lui écrire. semaine d'après, ouais. Tu peux Arrête demander de de régénérer m'écrire. aussi. D'accord. Arrête de Pardon, m'écrire. cette phrase-là nous plaît pas. Est-ce que tu peux recliquer sur régénérer, peut-être cliquer sur régénérer pour voir s'il nous propose autre chose? Alors là, Euh, il va essayer de faire une nouvelle proposition. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais il veut quand même qu'ils soient en forme, hein. Ouais, ouais, mais c'est un pour lui, hein, je pense. Bon, après, tu prends son temps. Et là, voilà, on peut lui dire, donc il nous demande si cette réponse était-elle meilleure ou pire. Donc là, je peux lui dire, lui donner mon avis, hein. Ça va mieux, c'est pire ou c'est la même chose. Donc là, je vais dire que c'est un petit peu mieux. Et du coup, il va apprendre au fur et à mesure. D'accord. OK. Voilà, donc là, on se retrouve avec un mail, grosso modo. De mémoire, je crois que je ne l'ai jamais vu faire de faute d'orthographe ou de syntaxe. De temps en temps, sur les mathématiques, il est un petit peu bête, hein. C'est assez rigolo, mais si je lui apprends que 2 plus 3 donne 7. Non, là, il va me dire mathématiquement 2 plus 3 donne 5. Tac, tac, tac. Que ça soit Et là, si je me demande combien donne 2, Oui, 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 oui. 3, alors qu'est-ce qu'il va me dire? Non, il dit que ça donne 5. Non, ça va. Non, il s'est vachement amélioré. Il y a pas, il y a pas très longtemps encore, il était vraiment. Enfin, il était pas très bête, mais très discipliné, on va dire. Oui, il s'adapte bien au style de Baudelaire, mais moins peut-être le style de Romain, hein. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, il est 10h21. Ce que je propose, je vais vous faire une toute petite démo de Midjourney. Donc, Midjourney, ça s'écrit comme ça. Midjourney.com/app. Entrée. Donc, pareil que ChatGPT, on crée son compte. Donc, on arrive sur une page qui est assez comme ça. Vous inquiétez pas, si vous arrivez là-dessus, vous n'êtes pas fait hacker votre ordinateur. C'est la page d'accueil de Midjourney. Donc, grosso modo, Midjourney, on s'inscrit et derrière, il va nous demander de créer un compte Discord, Discord qui est gratuit, et ça va nous arriver sur une page comme ça. Donc, Discord, c'est une espèce de forum, alors qui est public, hein. Là, vous voyez, je suis sur un forum, toutes les images qui sont là ne sont pas des créations de mon fait, ce sont des créations d'un petit peu tout le monde. Et concrètement, quand je vais venir ici, lui demander de me créer une image, toutes les personnes qui sont là en même temps que moi vont y avoir accès aussi. Voilà. Ça me dérange pas trop, je vais pas lui demander de créer une image pour un livre ou pour Alors, quoi que ce soit. Romain, j'ai une question de Romain Benjamin qui me pose, Ouais, qui demande est-ce que les outils communiquent, c'est-à-dire entre Dali et ChatGPT, est-ce qu'il peut poser des questions à ChatGPT et de demander à Dali
de lui proposer une plaquette de présentation. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut demander une analyse de fait à ChatGPT et puis demander à Dali de lui faire une plaquette de présentation. Non, Est-ce que ça te communique ou pas? non, non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, à ma connaissance, non. Non, non, pas encore. Peut-être que, mais voilà, la question est bonne. C'est Pierre qui Euh, demandait est-ce que l'image est libre de droit? Oui, Ouais, d'après ce ça, que tout j'ai à fait, compris. absolument. Absolument, absolument. Combien Euh, coûte la version payante, Claudine? alors, ChatGPT, c'est 24 dollars TTC. Voilà. On est sur le même, sur la version payante de ChatGPT, on est sur le même fonctionnement un petit peu que Netflix. Vous vous abonnez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez, il n'y a aucun engagement là-dessus. Et la différence entre la version 3,5 et 4 et le coût, en fait, c'est le nombre de requêtes hein, qu'on a, qui est limité. Hein. En fait, on a un coût unique. Et puis après, si on utilise ChatGPT 4, on va avoir moins de requêtes possibles. C'est ça, hein, Ouais, Romain, sur c'est ça. Sur ChatGPT, sur la version gratuite 3.5, au début, voilà, c'est pour ce que je disais tout à l'heure, pour tester, c'est vraiment très, très sympa. Après, si vous commencez je sais pas moi, 50 ou 100 requêtes dans la même journée, il y a un moment donné, il va commencer à vous dire, attends, calme-toi, reste tranquille, j'ai enregistré ta question, mais je te répondrai un petit peu plus tard. Donc, voilà, on prendra vraiment la version 4 si on veut l'utiliser de façon un peu plus poussée. Mais au début, il faut vraiment pas hésiter à partir sur la version 3.5, hein. D'accord? C'est Oui. euh, c'est Et vraiment important. Cédric qui fait un commentaire, il vaut mieux utiliser l'IA dans un environnement fermé pour que les données soient protégées. Ouais, Euh, on va, alors on va parler de sécurité un petit peu juste après. Je vais juste terminer avec mon mid-journée. Alors, juste, Alain Jacob nous pose une question. La question utilisait le tutoiement et la réponse le vouvoiement. Alors oui, Alain, si tu veux, moi je pose là, quand je parle à ChatGPT, concrètement, je le tutoie. Sauf que quand je veux lui dire écris-moi un mail à un client, systématiquement, il va vous voyer le client. Par contre, si je lui dis re-rédige-moi ce mail-là, mais en utilisant le tutoiement ou dans un langage peut-être beaucoup plus familier, il va utiliser le tutoiement d'office. Mais de base, il utilisera le vouvoiement. Thomas, sur ta question sur ChatGPT 4, à quelle année la base de données s'est-elle arrêtée? Il me semble que pour GPT 3.5, c'est 2021. Ouais, de mémoire, c'était, je sais plus, c'était avril ou novembre 2021, effectivement. GPT 3.5, ils l'ont fait parcourir le web pendant des mois et effectivement, ils l'ont fait à l'époque de 2021. Et ce qui est assez rigolo, enfin rigolo, oui et non, c'est concrètement, si vous lui posez des questions sur les événements qui sont arrivés depuis 2021, 2022, 2023, bah, il en a pas vraiment connaissance. Ouais, si vous demandez quel est le président de la République en France en 2023, il ne saura pas vous répondre. Si vous lui parlez de la guerre en Ukraine, bah, il ne sait pas encore que c'est arrivé. Pour tout ça, il faudra lui donner la version 4, la version payante, avec la version partage sur le web, qui est concrètement ici. Regardez, nouveau chat, chat GPT 4. Il y a un truc qui s'appelle voilà, Browse with Bing Beta, ou dans les plugins, avec par exemple, hop, excusez-moi, voilà, Web Request. Donc là, il va aller chercher dans tout le web à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, au mois de novembre. Voilà. Donc, mid-journée, ça ressemble à ça. Alors, ça peut faire peur un petit peu Discord au début pour ceux qui connaissent pas trop. Moi, Discord, c'est quelque chose que j'avais découvert avec mes enfants il y a quelques années. Discord, c'est un outil qui a été créé à l'époque pour les gamers, qui est aujourd'hui utilisé par le monde professionnel dans son ensemble et même des réseaux d'experts comptables. Dans les faits, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Ici, j'ai une petite barre de recherche en bas. Je vais lui taper /imagine. Vous voyez, je fais mon développeur informatique fou. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, j'ai fini de coder. Et là, je vais juste lui écrire en langage en français ce que je veux. Donc, je vais lui écrire, par exemple, une image de chat avec des lunettes. Oui, les chats, ça marche toujours très bien. À Marseille, en été. Et en mode, alors, je vais pouvoir lui demander si je veux un mode ultra réaliste, futuriste, robotique, apocalyptique, euh, néo-impressionniste, c'est un petit peu ce qu'on veut. Là, je vais partir sur un mode, allez, futuriste.
et je vais cliquer sur et entrer. Voilà. Donc, vous voyez, pas de compétences informatiques de folie, hein. Juste le petit slash, hein, imagine entrée, et on écrit ce qu'on veut lui faire dessiner. On va attendre un petit peu. Alors, en plus, il est allé assez vite. Donc là, il me dit, voilà, 0%, donc c'est où est-ce qu'il en est, 15%. Donc on a le suivi un petit peu de la création d'image ici, 46%. Hop, tac, 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 78. Et normalement, c'est arrivé à 84. Ah bah, c'est fini, 78 presque, 93. Alors attention, on s'inquiète pas, de temps en temps, la barre, elle descend et nos images disparaissent. C'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler en même temps, de faire des choses, de faire d'autres choses. Voilà, donc là, voilà, face, il a terminé. Il m'a créé mes 4 images. Donc là, concrètement, soit bah, la deuxième, je la trouve magnifique, auquel cas, je vais cliquer sur le petit U2 ici. J'ai cliqué et là, il va me la charger. Voilà, donc là, j'ai mon image. Je vais cliquer sur le petit web en bas. Il va m'ouvrir mon image sur une nouvelle page. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah non, ça arrive pas. Il faut que je me connecte sur mon compte. Bon, c'est pas très grave. Ou sinon, je peux me... Non, je peux pas. Si, voilà. Je peux faire enregistrer l'image sous. Je vais la mettre sur mon bureau. Enregistrer. Voilà. J'ai mon image qui est là. Et je peux en faire ce que je veux sur des affiches, les réseaux sociaux, un document Word de présentation de mon analyse de fake, par exemple. J'en fais un petit peu ce que je veux. Voilà. Si mon image me plaît pas trop, eh ben, ce que je vais pouvoir faire, mais par contre, j'aime bien la quatrième, mais elle n'est pas terrible, terrible non plus, bah, je vais demander des versions. Donc, je vais cliquer sur le petit V4 ici. Et petit V4, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer 4 nouvelles versions de ce que je vais demander. Mais en partant voilà, du postulat que la quatrième, vraiment, elle me plaît bien. Elles arrivent, elles arrivent. Donc là, pareil, hein, même idée, 0%, 15%, on attend un petit peu. Voilà, sur la partie mid-journée, ce que je voulais vous montrer, c'est assez impressionnant, c'est hyper rapide, hein, et ça permet, voilà, dès que vous avez des présentations à faire, vous voulez un peu imaginer quelque chose, que ce soit un PowerPoint, un fichier Word, créer un nouveau logo pour votre cabinet, imager quoi que ce soit, concrètement, on peut s'en servir un petit peu comme on veut. Alors, je m'en sers pas toutes les heures, attention, hein, c'est pas mon métier, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, hein, mais concrètement, il se passe pas une semaine où je m'en sers pas aujourd'hui. Voilà. Je vais revenir sur la présentation. Il est 10h30, on va bientôt terminer. Une chose qui reste importante encore aujourd'hui, sur tous ces outils qu'on utilise en ligne. On est sur de l'outil en ligne, d'accord? Quand bien même on est sur des versions payantes, que ce soit Midjourney ou ChatGPT, et surtout ChatGPT, attention, attention, attention à la confidentialité et aux informations que vous envoyez sur des outils comme ChatGPT. Quand je parle de confidentialité, je parle de, par exemple, imaginons que vous ayez un fake, vous téléchargez un fake de votre logiciel comptable et bah, pour découvrir un petit peu, vous voulez tester ChatGPT, voir ce qu'il est capable de faire avec un fake. Bah, attention, hein, dans un fake, il y a souvent des données personnelles, dans des écritures des 421 avec des noms, prénoms de salariés, peut-être leur salaire net qui arrive en crédit de l'écriture ou ce genre de choses. Bah, considérez un petit peu que tout ce que vous envoyez à ChatGPT comme fichier va être avalé, va être envoyé aux États-Unis, va être stocké quelque part, potentiellement utilisé par quelqu'un d'autre. On ne sait pas qui. Donc, faites extrêmement, extrêmement attention à ce genre d'informations. Si vous avez un fake et que vous voulez voir un petit peu comment utiliser ChatGPT sur ce fake, n'hésitez surtout pas à l'anonymiser. Donc l'anonymiser, grosso modo, c'est assez simple, hein. Vous changez le nom du fichier fake, où il y a souvent le numéro sirène et le nom de l'entreprise, première chose. Et deuxième chose, bah, vous l'ouvrez sous Excel, vous prenez les colonnes intitulées, et bah, à la limite, vous remplacez tous les intitulés par juste les intitulés de compte. Faites bien attention qu'il n'y ait aucun nom, aucun prénom qui se balade. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, vous pouvez l'envoyer directement et faire des analyses comme vous voulez. Donc voilà. Après, franchement, si on veut travailler sur du fake, moi, je ne conseille pas l'IA aujourd'hui.
bon, il faut rester sur l'environnement Microsoft avec Power BI, avec voilà, c'est quand même beaucoup plus puissant. Et en plus, on a l'intégration qui arrive de l'IA dans Power BI. Donc, Non. moi, je mettrais pas de fake dans ChatGPT, voilà, c'est rester sur l'environnement Microsoft avec Power BI, avec Power Automate, voilà. Ouais. Parce que pour l'anonymiser, en fait, on risque de perdre des éléments importants sur le fait, selon ce qu'on veut faire avec. Notamment si on veut faire de l'exploitation comptable, là, c'est pas concevable d'utiliser ChatGPT pour Non, cela. non. Et c'est quand même moins puissant que Power BI. Ouais, ouais. Tu as beau lui demander d'analyser un fake, c'est quand même, c'est un outil comme Power BI est beaucoup plus puissant. Non, Facile carrément. à adapter. Ouais. Ouais, parce qu'il sait travailler sur un jeu de données, Il sait ce travailler qui n'est sur, pas forcément le cas de ChatGPT. exactement. ChatGPT, il faut lui apprendre, il faut partir de zéro, donc c'est moins intéressant. Voilà. Il y a une question sur Midjourney, est-il payant? Alors, je vous avoue que je sais plus s'il y a une version gratuite. Attendez, bougez pas. Il va me connecter tout seul ou pas là? Tac, 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 c'est un service payant. Ouais, c'est un service payant, absolument. Je crois pas, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'offre, il y a pas d'offre gratuite pour Midjourney. Donc, au début, pour jouer, bah, privilégiez peut-être Dali sur la version ChatGPT. Mais enfin, très honnêtement, demain vous avez besoin d'une création d'image d'un graphiste, concrètement, ça va vous coûter bien plus cher que 10 dollars par mois. Tac, tac, tac. Alors, au niveau des questions rapidement, Midjourney, ouais, il y a une version gratuite, mais on sera limité par le nombre de requêtes sur Discord. Merci Pierre. Tac, tac, tac. Cédric nous parle de Copilot, l'IA de Microsoft. Copilot sur Microsoft, Nassim, si j'ai pas de bêtises, c'est sorti en France il y a une semaine, mais simplement c'est sur des niveaux de licence qui sont vraiment grandes entreprises aujourd'hui, hein. C'est bien ça? Copilote, je pense que tu l'as sur Power BI, hein, tu l'as gratuitement avec tes licences Power BI. Tu peux l'utiliser Copilote avec Power BI, je sais. Enfin, Ok, ça marche. voilà. Ça marche, ça marche. Jérémy, différence entre la génération d'images de Midjourney et de ChatGPT. Alors, c'est un petit peu une question d'usage, d'utilisation et c'est un petit peu comme, c'est un peu la question, c'est quoi la différence entre Excel et Google Sheet? C'est la même philosophie. Après, de temps en temps, on va plus se retrouver sur des types d'images générées par Midjourney que ChatGPT. Tac, tac, tac. Maxime nous demandait sur Discord, possible du coup de demander une image pour la publicité pour l'intersection sur Marseille. Ouais, Maxime, on va le faire, on va le faire. Allez, on va le faire tout de suite et après, je pense on va pas tarder à s'arrêter, hein, parce qu'il est déjà 10h36 et on va tous retourner travailler. Euh, je suis Ouais, ici. regarde. Ouais. Ok. Jean-Philippe, la question, est-ce qu'on peut fournir un logo à intégrer dans sa création? Alors oui, oui, tout à fait, Midjourney, je peux tout à fait lui demander de charger une image et d'utiliser l'image pour en faire quelque chose d'autre derrière. Et donc, pour terminer avec notre électricien marseillais, un électricien à Marseille, sous le soleil, en plein travail, hein, en mode hyper réaliste. Entrée. Bon, j'espère qu'elle sera belle l'image parce que ça va clôturer notre atelier d'aujourd'hui. Ça belle. Et oui, Ah, Non, c'est pas elle. elle est pas mal aussi l'image. Si je dis pas de bêtises, je crois que sur DALL-E, il aime pas trop tout ce qui est personnage issu de films, enfin d'œuvres protégées. Sur Midjourney, on peut tout à fait. J'ai réussi à créer des images sur la base
de Star Wars ou lui demander de partir sur que ce soit du Dark Vador, du Luke Skywalker ou de quoi que ce soit. Donc, mid-journée un peu plus libre là-dessus. Donc, voilà, notre électricien à Marseille en plein travail. Hop là, Sur un toit. sur les toits. Sur les toits, sur les toits. Bon, l'image est plutôt sympa. On vous reconnaît Ouais. peut-être un petit peu moins On a Marseille. perdu la bonne mère. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas que je vous demande de la rajouter. On peut lui demander d'avoir la bonne mère et il la mettra. Hein. Ouais, on lui demande ce qu'on veut. On peut lui demander de me rajouter un soleil et 3 lunes. Faut vraiment pas hésiter à lui poser tout ce qu'on veut. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous et à toutes. Merci Sylvie, merci Maxime. Paul et Nassim, je vais vous laisser le petit mot de la fin si vous voulez bien. Oui. Alors moi, je trouve que bah, c'est très bien. On a été complémentaires là sur la présentation de l'IA. Moi, je pense que, comme je reviens au mot du début, hein, c'est que je l'imagine plutôt comme du travail collaboratif. Et il n'y a rien de mieux, effectivement, que d'être dans un projet finalement associatif. On a beaucoup réfléchi à des formats, parce que là, même si on est formé sur la data, même si on est formé sur des outils no-code, même si on est formé sur l'IA, ben après, il faut une structure où se retrouver, travailler ensemble et se partager des projets et puis aller un peu plus loin pour cette grande notion d'indépendance numérique, d'aller dans le numérique, mais aussi avec une vision plutôt d'indépendance, rester indépendant, ne pas dépendre d'éditeurs. Il y a tellement de choses à faire en communauté. Donc, il y a cette journée du 5 décembre. Là, je pense que je vais laisser Ouais. Paul plutôt en parler, la présenter. La journée du numérique à Decamp, hein, ça sera sur Aix, c'est Ouais, ça, ouais. voilà, Donc, je pense qu'il y aura une communication là-dessus oui, prochainement. donc vous allez recevoir une communication par mail. Donc, une fois par an, on a prévu maintenant d'organiser la journée du numérique, hein, donc sous les couleurs de notre comité numérique. Donc là, le programme, on est en train de le bâtir, donc vous allez le découvrir dans le mail. Ce qu'on va vous annoncer aussi, c'est une grande création. Bon, on l'avait déjà annoncé sur le congrès cet été, le congrès régional. C'est l'association INDA. On a mis un peu de temps à trouver le nom, tous ensemble. INDA, c'est indépendance numérique et data. Donc, vous voyez le concept, c'est créé dans une association loi 1901 qui pourra néanmoins avoir une activité commerciale le cas échéant, mais de créer en fait une communauté d'intérêt et de partage de savoir autour de la notion d'indépendance numérique. Ce qui veut dire que tout ce qu'on vous a présenté ce matin, l'IA, on a bien vu combien il était important de la partager. On organisera 4 journées de formation par an qui seront gratuites également avec l'association, mais qui vont être des journées de formation, mais aussi de sensibilisation aux outils, à la façon dont on va pouvoir travailler ensemble. Et puis, on le verra aussi, on a l'ambition de vous proposer une néobanque, hein, donc c'est ambitieux, mais on pense effectivement qu'aujourd'hui, la banque étant l'ossature de la comptabilité, il est important dans un process commun, tel qu'on l'imagine en région, de pouvoir proposer aux confrères une néobanque placée en termes de coûts et vous permettant là aussi d'aller dans le sens de l'indépendance numérique. Donc il y a beaucoup de choses. Je pense que le numérique, c'est vraiment aujourd'hui une fonction essentielle. D'ailleurs, Nassim, au congrès, tu avais parlé de la notion de créer finalement un... Oui, de profiter du délai qu'on a là pour du report de la réforme de la facture électronique pour se lancer sur la manipulation de data, de créer ces pôles data dans les cabinets, commencer avec toutes les plateformes, la no-code qui nous permettent de faire beaucoup de choses déjà, d'automatiser beaucoup de flux de travail, repenser un peu nos missions, les moderniser. Voilà, c'était un peu l'idée de mon Ouais. intervention à Montpellier. Et Donc, puis ouais. le pôle data va être aussi une façon pour l'ensemble des confrères de passer d'une logique de coût à une logique de profit, hein, parce qu'on a tendance aujourd'hui Ouais. à empiler des coûts numériques de telle sorte que au rythme où vont les choses, vont finir par représenter un pourcentage très significatif de nos honoraires.
Alors qu'à l'inverse, si on maîtrise la data, si on maîtrise les outils, on va pouvoir sans doute proposer des outils numériques à nos clients et réaliser des profits autour de ces outils numériques, donc finalement financer le numérique. Donc c'est vraiment une autre vision et cette partie-là, on va également la pousser dans le cadre finalement de INDA, hein, la fameuse association INDA. Donc, j'espère que nous serons très nombreux. La cotisation pour les premières années, elle est à 10 euros. Hein, donc, on est vraiment. Mais le but, Oui, c'est de faire en sorte qu'on soit le plus nombreux possible pour qu'on ait un partage le plus large possible aussi. tout à fait. Voilà. Donc, rendez-vous le 5 décembre à tous Ouais. et merci. Merci, merci à tous. Merci à Romain et Merci. Nassim aussi de Et cette magnifique présentation. merci beaucoup. Ben, on vous partagera. Je pense que le webinaire est enregistré, donc il sera partagé. Et puis, on vous partagera aussi les supports. Il n'y a aucun problème. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, à très vite. Merci.